La saline qu'on a sous les yeux et même une de ses voisines, finalement, elles ont l'âge des cathédrales. Hors les murs, le reportage de Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format du podcast Passion médiéviste Hors les murs. Dans ce format, je vous propose de sortir un petit peu du studio, de sortir du format classique de l'interview pour rentrer dans quelque chose de plus immersif. Un mélange entre le documentaire et la visite guidée, avec quand même un petit peu d'interview. Le tout, comme toujours, pour vous faire découvrir le Moyen-Âge d'une façon encore différente. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Gilda Buron. Bonjour Monsieur Buron. Bonjour Fanny. Les auditeurs savent où on est parce qu'ils ont vu le titre de l'épisode. Mais est-ce que vous pourriez nous décrire où nous sommes ? On est en Bretagne, on est sur la commune de Bas, en plein milieu des marais salants dits de Guérande. Guérande est la commune voisine. Là, j'ai face à moi le clocher de Bas, qui est un clocher de 60 mètres de haut. Et puis j'ai dans le dos celui de Guérande. Je devine celui de Guérande juste derrière moi, perché sur le coteau. Donc on est, c'est important de le dire aussi, également en bordure de l'océan. La ville la plus proche de Bas est le Croisic, à 3 km, moins à vol d'oiseau. Et puis un peu plus lointainement, on a la Baule et au-delà, Saint-Nazaire et Nantes. Donc voilà, pour nous situer, on est à l'ouest de la Loire-Atlantique, à l'ouest du comté nantais. Et aujourd'hui avec vous, Gilda Buron, nous allons parler des marais salants. Oui, ces fameux marais salants donc, qu'on appelle de Guérande, d'où proviennent le sel que peut-être beaucoup d'auditeurs et auditrices mettent dans leur repas. Et on va voir aujourd'hui que les marais salants, eh bien oui, ont une histoire médiévale. Alors pour commencer déjà tout simplement, Gilda Buron, racontez-moi de quand datent les marais salants de Guérande, si on peut les dater, si c'est possible. Voilà, j'aime bien la seconde partie de la question, parce qu'elle donne déjà des éléments de réponse. Pour faire un travail d'historien, il va sans dire qu'il faut se confronter à des sources ou à des artefacts. Et en l'espèce, les artefacts, c'est d'abord les documents que l'on a. Et on a des documents qui attestent de l'existence de salines en activité au Haut-Moyen-Âge, c'est-à-dire grâce au cartulaire de Redon, un document très important pour l'histoire du Haut-Moyen-Âge breton. On se situe entre 850 et 875 environ, donc une séquence chronologique extrêmement courte, mais au travers les chartes du cartulaire de Redon, on a la certitude de l'existence d'une petite vingtaine de salines en activité. Alors faisons un petit point de définition justement avant de continuer. On a parlé de marais salants, on a parlé de salines. Qu'est-ce que désigne quoi ? Alors localement, quand on parle de marais salants, c'est un espace où on produit du sel, et qui se divise en un certain nombre de salines qui sont des sièges aujourd'hui d'exploitation et qui sont très anciennement des unités de propriété en fait. Et dans une saline, on trouve les éléments constitutifs ou les bassins constitutifs qui permettent à la fois l'évaporation de l'eau de mer qui est captée dans des bassins réservoirs que l'on appelle vasières qui font partie du marais salant. Donc le marais salant, en définitive, c'est un espace qui comprend différents types de bassins. Vasières, je l'ai nommé, et puis la saline, qui est un espace beaucoup plus identifiable que ne l'est encore la vasière, en ce qu'il est complètement anthropisé, c'est-à-dire aménagé de main d'homme, et on ne voit que les structures géométriques à l'intérieur des salines en vérité. Donc vous le disiez, on a les premières traces dans les archives de création de marais salants au Haut Moyen-Âge, donc au début du Moyen-Âge, mais est-ce qu'on a une idée de ce qu'il y avait avant des marais tout simplement ? On avait des terrains vierges constitutifs d'un marais maritime, des prairies maritimes. Et ces prairies maritimes ont été défrichées afin d'aménager différents types de bassins utiles à la production salicole. Et alors localement, parce qu'il y a aussi une terminologie très locale qui est employée pour désigner ces prairies maritimes, mais qui se rencontre dans les sources médiévales, ou tardives médiévales tout au moins. Le terme de Baule, qui est bien connu localement parce qu'on pense à la station balnéaire évidemment, mais le terme de Baule appartient au vocabulaire des paludiers, des exploitants du marais salant, et désigne une prairie maritime herbue, potentiellement transformable en marais salant et en saline. Et la question, pas la question à 1000 francs, mais presque, pourquoi est-ce qu'on a fait des marais salants ici ? Alors, pourquoi dans le sud de Bretagne, on a créé des marais salants ? Eh bien, parce qu'il y avait des conditions, il y avait différents facteurs qui permettaient d'aménager des marais salants. La nature du sol,
Les baules, je l'ai pas, ou les prairies maritimes et herbus, en fait, sont des terrains étanches, imperméables, malléables de surcroît, donc on peut les transformer en bassins. Ça veut dire qu'on peut y retenir de l'eau de mer et que ces zones primitives de baules sont au contact de l'océan, mais relativement abritées des assauts de la mer. Donc finalement, un espace où l'homme peut aménager des structures pérennes, non pas sans difficulté, mais au moins il peut le faire. Et puis, si on se replonge dans l'histoire plus ancienne du sel, est-ce qu'on peut en dire, est-ce que l'on en sait? Eh bien, finalement, le sel a toujours été un produit dont les souverains, les détenteurs du pouvoir ont cherché à contrôler la production en raison des taxes que cela pouvait rapporter. Et finalement, quand on observe cette région de Guérande, quand on prend une carte et quand on voit comment se trouve corsetée la zone des marais salants, on se dit mais il y avait moyen en plaçant ici et là des garnisons, enfin je la fais simple, mais on voit bien que c'était une zone facile à contrôler. Et puis une autre dimension aussi qui était extrêmement importante du développement des marais salants, c'est la facilité pour évacuer la production, pas forcément par voie terrestre, mais au moins par voie de mer. Sur la façon de fabriquer les marais salants, est-ce qu'on avait d'autres exemples en France ou peut-être dans le bassin méditerranéen, d'endroits où on avait commencé à faire des marais salants, peut-être dans l'Antiquité ? Il y a quelques années, ce n'était pas une question qui était clairement tranchée. On avait des textes qui nous disaient qu'en Méditerranée existaient des salines. On n'avait pas de traces forcément archéologiques de l'existence de ces salines. Et puis aujourd'hui, les découvertes se sont multipliées. Et l'on sait qu'il y a des salines antiques. Il y a des salines antiques également sur la façade atlantique. Des salines dites romaines qui ont été découvertes et fouillées dans la région de Vigo, à la limite Espagne-Portugal. Et une des théories des archéologues du 19e siècle, des érudits archéologues du 19e siècle relativement aux régions de Guérande, c'est que la technologie salicole guérandaise aurait été ça serait en fait un transfert de technologie de la Méditerranée vers les rivages armoricains. Ça, c'est une théorie qui a couru, on pourrait presque dire, jusqu'aux années 80 du 20e siècle. Donc c'est assez récent. Alors elle était un petit peu fondée sur le fait que nos ancêtres les Gaulois elle était facile celle-là, mais bon, il faut quand même la placer à un moment ou à un autre dans l'interview. Donc on a l'assurance que les Gaulois connaissaient une technique que l'on dit indigène de production du sel, y compris sur les rivages océaniques, et qui consistait à faire évaporer une saumure qui était obtenue en filtrant des sables et des vases salés, et le produit le filtrat était chauffé dans des pots, dans des récipients, jusqu'à obtenir des pains de sel, des salignons. Et cette technique, on a une vague idée de la date à laquelle elle l'est abandonnée ou perdure même peut-être. Et puis se pose la question de l'apparition des marais salants. Moi je suis amené à supposer j'ai été amené à supposer en tous les cas qu'il y avait une adaptation au moins localement, de la technique indigène à un espace constitutif qu'on maîtrisait et qu'on connaissait très bien, où on pouvait optimiser dans un premier temps la qualité des eaux qui étaient soumises à filtrat et à évaporation dans des godets salés, et que finalement on est passé localement, on a expérimenté une technique finalement originale, ce dont témoigne également l'organisation des marais salants de Guérande, la composition d'une saline. Et puis, et surtout, je pense, les étimons que l'on rencontre dans le lexique des paludiers de Guérande. Mais là, c'est une vaste enquête. Gilda Buron, aujourd'hui vous allez être notre guide dans les marais salants de Guérande parce que vous êtes, alors attention, vous êtes historien, linguiste et conservateur du musée des marais salants de Bas-sur-Mer, spécialiste de l'histoire et de l'évolution du parcellaire salicole guérandais, et vous avez notamment publié plusieurs ouvrages, on en parlera si vous voulez à la fin, sur les marais salants. Et ce que j'ai vu et qui m'intéresse particulièrement aussi aujourd'hui, c'est que vous avez collaboré à des ouvrages et à des articles scientifiques pour parler des marais salants. Vous travaillez au-delà de juste l'aspect touristique des marais salants. Bien sûr, parce que alors d'abord, effectivement, vous êtes parfaitement documenté sur ma trajectoire, sinon mes lectures, mais au moins les travaux que j'ai conduits en parallèle de mon activité de responsable du musée intercommunal des marais salants. Et ça depuis quelques décennies à présent, il faut bien l'avouer. Je considère qu'un musée n'est pas qu'un établissement qui accueille du
public et un public touristique, même si on est dans une région touristique. Un musée public et un musée de France comme le musée des Marais Salants a vocation à participer à la construction des connaissances et à la transmission des connaissances et si possible des connaissances scientifiques. Je ne dis pas être un grand vulgarisateur, mais en tous les cas, ce qu'on essaie d'apporter au musée des Marais Salants, ce sont des connaissances avérées et qui sont fondées sur des travaux universitaires ou mes propres travaux sur l'histoire du paysage. Alors on a à peu près une date, on a à peu près une période, mais qui crée les Marais Salants, qui prend la démarche de se dire on va faire du sel ici? Si on regarde, si on reprend les chartes du cartulaire de Redon que j'ai évoquées, on se rend compte que les salines qui sont mentionnées sont des salines déjà existantes, qui sont entre des mains de seigneurs laïcs, effectivement, et locaux, évidemment. On voit également un personnage important qui apparaît, qui est le comte de Vannes, Pasquessen, qui donne à l'abbaye de Redon une boule. Je la fais simple, une boule pour que les bénédictins de Redon puissent construire une saline. Voilà ce qu'on sait pour cette période la plus reculée. Plus tardivement, mais toujours au Moyen-Âge, on voit des personnages importants construire ou être propriétaires de salines. La saline qui est devant nous, qui est une très belle saline en termes de taille, porte le nom de Sinaba et la dénomination est empruntée au breton. Le breton a été ici la langue dominante au moins jusqu'au XVIIe siècle et a perduré à bas dans le monde paludier jusqu'à la guerre de 14. Et cette saline Sinaba signifie la saline à la baie. Alors évidemment, on a envie de creuser derrière ce micro-toponyme la baie qui a fait construire cette saline, et ça nous renvoie quand même à une période à la fin du XIVe siècle, par exemple. Et on connaît parfaitement la baie en question. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée, mais bref, toujours est-il, il y a eu 2 abbés qui se sont investis dans la construction de cette saline. Il y a eu un dénommé Durand Salomon qui était le prieur de Becherel près de Rennes. Alors tout de suite, on voit quand même que c'est des personnages puissants, puisque ce prieur, Durand Salomon, était l'abbé confesseur de je ne sais quel duc de Bretagne. Mais en fait, c'est quand même loin, Rennes, par rapport à ici. Ils possédaient quand même des terres ici alors qu'ils étaient à l'autre bout. Quand on examine les propriétaires du foncier, les quelques traces qu'on a pour le Moyen-Âge central, on voit des personnages puissants qui sont proches du pouvoir ducal et qui ont eu le droit d'avoir des salines ou la possibilité de construire des salines. Alors cette saline qui est devant nous, la saline Sinaba, après avoir été construite en partie par l'abbé Durand Salomon, est tombée dans l'escarcelle de Notre-Dame de Prière, qui est une abbaye cistercienne, cistercienne, qui a été créé dans la presqu'île de Rhuys par le duc Jean Ier dit Leroux. Voilà, donc on est loin. Mais effectivement, les personnages, les personnages qui disposent du foncier, et en particulier des baules que l'on a évoquées pour construire des Marais Salants, eh bien, c'est les personnages qui sont au sommet du pouvoir, et en l'espèce, ce sont les ducs de Bretagne. Et c'est toujours difficile pour le Moyen-Âge et surtout pour cette époque-là, mais est-ce qu'on a des indications sur, là vous parliez des gens au plus haut, mais est-ce qu'on a des indications sur les gens les plus bas, c'est-à-dire les personnes qui concrètement travaillaient dans les Marais Salants? On a quelques indications. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien, mais finalement, les médiévistes sont un peu frustrés de ne pas connaître mieux leur sujet d'étude. En fait, le terme de paludier apparaît dans un texte latin entre 1265 et 1267. Donc voilà, on sait que le mot paludier qui nous est familier, même s'il est latinisé dans ce texte, désigne des exploitants des salines. Donc c'est des gens avec un statut spécifique, ce sont des exploitants du sol. On ne sait pas s'ils sont métayers, mais on le devine au regard des informations qu'on a plus tardivement, parce que finalement on a très peu d'indications sur les exploitants du Marais Salants avant le XVe siècle. Et là, moi j'en ai identifié, je suis pas sûr, 50, pour une période entre 1452 et 1480. Mais voilà, on a des noms d'hommes, on a le nombre, les lieux où ils exploitent, et on voit un petit peu que ce sont des gens qui ne concentrent pas, qui ont la possibilité de concentrer tout leur travail en un même lieu, mais au contraire qui vont dans plusieurs salines exploitées, parce qu'ils ne sont qu'exploitants, en l'espèce métayers, colons parcières, et ils dépendent d'un personnage plus important, un seigneur ou un marchand propriétaire du foncier qu'ils mettent en œuvre.
Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Charles Nicole, je suis issu d'une famille de paludiers. Ma femme également est issue d'une famille de paludiers, donc on connaît bien le métier. C'est un métier que j'aurais voulu pratiquer quand j'étais en âge de travailler, dans les années 60-70. Mais à cette époque-là, je dirais même 70-80, c'était plutôt l'âge où j'étais apte à travailler. Mais enfin, j'arrivais dans la vie active. Mais à l'époque, le sel se vendait mal, donc nos parents nous ont fortement découragés, pour ne pas dire interdire, de faire ce métier. Ils nous ont dit apprenez un métier ailleurs, et après vous reviendrez au marais si ça marche mieux. Alors, bon, il se trouve que moi j'étais artisan ébéniste, donc je me suis installé très jeune à mon compte. Et la chance a voulu, ou le hasard a voulu, que je fasse un atelier quasiment en face le marais de mon père. Alors, bon, j'ai fait des marais avant d'être à mon compte, bien sûr, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et puis après, je me suis consacré entièrement à mon métier d'ébéniste. Et puis, vers l'âge de 50 ans, ayant les marais en face de mon atelier et puis voyant mon père vieillissant, je me dis, tiens, ben, je pourrais peut-être, parce que ça m'a toujours titillé, hein, je pourrais peut-être faire des marais en plus de mon activité. Donc, je me suis mis à faire des marais. On a un petit commerce de sel pour vendre notre sel nous-mêmes. Et puis, je suis à la retraite de mon activité d'ébéniste depuis 5 ans et je me consacre entièrement à mon activité de paludier. Mais je fais que 11 marais, un paludier normal en faisant 60. Mais puis, je travaille toujours un petit peu dans mon métier d'ébéniste parce que tout ça, ce sont 2 métiers intéressants. C'est même plus que des métiers, je dirais que ce sont des passions. Alors voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ce qui me plaît dans le métier de paludier, c'est d'abord c'est les marais de mon père. Hein. Mon grand-père y a travaillé avant. Donc on entretient un peu la lignée de ceux qui ont travaillé avec nous. Puis en même temps, c'est notre patrimoine, ça le valorise. Et puis regardez, le métier de paludier, c'est quand même un des rares métiers où on travaille que quand il fait beau. Hein. Enfin, l'hiver, il y a de l'entretien, bien sûr. Mais en pleine période de récolte, on travaille que quand il fait beau, puisque quand il pleut, la récolte s'arrête. Ben, c'est quand même un métier formidable. Et puis on est au grand air. Et puis actuellement, on est complètement dans le goût du jour, puisque c'est un métier totalement écologique. La matière première, c'est l'eau salée. Et l'énergie, c'est le soleil. Et à côté de ça, on a quelques outils en bois que je fabrique moi-même, forcément, puisque je suis un artisan du bois. Mais si vous êtes soigneux, vos outils en bois, vous pouvez les conserver toute votre vie. Et je vois, j'utilise même des outils que mon père avait déjà avant moi. Donc je veux dire, les investissements sont quasi nuls et ça nous permet de bien gagner notre vie. Alors, toutes les conditions sont réunies et en plus dans un cadre agréable. Et si on travaille justement dans ce métier quand on est en retraite, c'est parce que vraiment ça nous plaît, parce que beaucoup attendent la retraite avec impatience pour arrêter leur métier. Et nous, on a vraiment beaucoup de chance. Est-ce que les marais salants qu'on a aujourd'hui correspondent en taille à ce qu'on avait au Moyen-Âge ou est-ce qu'il y a une évolution ? Là aujourd'hui, c'est combien de kilomètres carrés ? Combien d'hectares, pardon, ici ? Alors, dans la zone de Guérande, la stricto sensu, où on se trouve, le bassin salicole de Bas-Guérande, on donne un chiffre d'une surface de 1500, en chiffre rond, de 1500 hectares. De 1500 hectares, lesquels sont partagés entre des salines, lieux de production, et des vasières, avec le réseau hydraulique qui permet de desservir les vasières, de permettre aux salines de s'évacuer des eaux résiduelles de l'hiver, des eaux douces résiduelles de l'hiver. Donc voilà pour cet espace-ci. Mais effectivement, c'est un espace, là, tel qu'on le vit actuellement, là, tel qu'on l'a autour de nous, en vérité, c'est un espace qui s'est dilaté, qui s'est contracté. Et à plusieurs reprises, je dirais. Et oui, parce que finalement, l'aménagement des marais salants n'a pas été un aménagement linéaire, etc. Il y a eu des phases d'expansion, il y a eu des phases de recul, et il y a eu des phases d'optimisation de ce territoire pour la production salicole. Donc si on fait un rapport avec le Moyen-Âge,
le bassin de Baguérande était plus petit, enfin occupait moins de surface de production qu'il en a occupé au 19e siècle, dans la seconde moitié du 19e siècle. L'apogée territoriale, c'est les années 1860-66. C'est extrêmement précis et on a le nombre de cristallisoires totaux sur l'ensemble de l'espace et on le voit monter au cours du 19e siècle et puis s'effondrer par la suite. Et aujourd'hui, on ne reconquérera jamais les surfaces qui ont été perdues parce que certaines des surfaces qui étaient en saline autrefois, aujourd'hui, sont remblayées. Donc, fin de l'histoire, si l'on peut dire. Remblayé par des bâtiments maintenant ? Alors, remblayées, effectivement, pour la construction immobilière, pour des aménagements de zones artisanales, etc. J'estime qu'il y a au moins une centaine d'hectares qui ont disparu. Et c'est pour ça qu'on verra, vous verrez dans certains ouvrages mentionner 1800 hectares de marais salants, mais c'est un état de la situation des sols antérieur avant décomblement des années 70-80 du XXe siècle. Et vous parlez donc de dilatation ou des marais salants. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on voit aussi des périodes un peu plus fastes ou des périodes un peu plus maigres pour les marais salants, avec peut-être des abandons à certains moments ? Alors on voit, on devine, voilà, parce c'est un petit peu, on réalise par exemple à partir de quelques sources sur un état de débornement de propriété foncière, on voit tiens que cette saline-là est en friche, alors que on se dit quand même ça rapporte du pognon quoi. Donc pourquoi Et là, parce que la période n'est effectivement pas propice, on est au milieu du XVe siècle, et du coup effectivement les guerres de succession de Bretagne qui s'inscrivent dans les guerres de 100 ans, finalement ne sont pas propices à la reconstruction de marais salants. Et c'est intéressant, en effet, de faire le lien avec la période qui suit, parce que les salines... Alors, il y a eu, pour des raisons diverses, des destructions, des destructions de salines qui ne sont pas des destructions volontaires, mais qui peuvent être liées tout simplement à des vies mères, c'est-à-dire à des tempêtes, des cataclysmes naturels. À l'échelle d'une vie d'homme, ça peut l'être. Des traumatismes, effectivement, qui ont fait qu'il valait mieux investir dans la piraterie, dans ce qui rapportait le plus d'argent, plutôt que dans la valorisation de l'espace de production qui nécessitait des bras qui n'étaient pas forcément là, des périodes instables. Donc du coup, oui, là ça correspond à des phases qu'on pourrait dire de contraction de l'espace salicole. Et dès que les situations politiques, alors en Bretagne, c'est après 1532, où là, effectivement, on voit qu'à l'issue du rattachement de la Bretagne au Royaume de France, finalement, période de paix, relative comme toujours, mais période de paix en tous les cas. Et du coup, les investisseurs, les entrepreneurs capitalistes du temps, investissent dans le marais salant. Mais qu'est-ce qu'on sait sur comment était organisé le travail du sel, les travails dans les salines qui sont autour de nous à l'époque médiévale? Ce que l'on sait des salines à l'époque médiévale tient à l'organisation de l'espace intérieur des salines. Les salines sont des espaces de production. Là, je décris pratiquement une parcelle ou la parcelle qu'on a sous les yeux, qui est fractionnée par des élévations d'argile. Ces élévations, on les appelle des ponts. Il faut les remettre en état tous les ans avec un outillage tout à fait spécifique. Et ces ponts délimitent des surfaces à la période où on est, puisque nous sommes en juillet, l'eau court entre ces ponts, circule entre ces ponts, qui sont aménagés en chicane pour que l'eau puisse progresser, voire remonter au vent. Il y a ces élévations de terre, il y a des pièces de chauffe que l'on appelle des phares, il y a des adernes qui sont des surfaces de stockage de la saumure qui va se former et transformer finalement l'eau de mer que l'on a piégée et que l'on met en circulation pour la transformer en saumure. Et c'est cette saumure qui donnera du sel dans des œillets. Finalement, ce lexique que j'ai employé, le terme de pont, le terme de phare, le terme d'aderne et le terme d'œillet, on les rencontre, on les rencontre au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, dans différents débordements de salines. Donc c'est extrêmement précieux parce que ça nous donne à dire que les salines étaient organisées de la manière dont on les voit aujourd'hui. Que la taille des cristallisoires que l'on appelle œillets, c'est-à-dire des bassins dans lesquels le sel se forme et est récolté, était plus petit ou plus grand, je pense plutôt plus petit d'ailleurs, c'est une possibilité. Mais au moins, ce vocabulaire qui est employé au Moyen-Âge, il est commun à celui que l'on a encore aujourd'hui. Et puis, on a également, non pas de nom d'outil, mais on a au moins le nom d'une prise d'eau qui apparaît en 1495, excusez de la précision. C'est le mot kéméradur,
qui est désigné, enfin qui est employé dans un texte et qui désigne une prise d'eau, un dispositif finalement qui permet de réguler la circulation de l'eau entre la vasière ou la saline. En gros, finalement, pour quelqu'un qui connaît le fonctionnement actuel du marais salant, on se dit finalement ce vocabulaire-là qui est employé au Moyen-Âge, je le connais aujourd'hui, donc on se transpose au travers ce lexique au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Et donc tout ce que vous avez décrit sur le fonctionnement et l'organisation des marais salants, donc pour le dire de façon très résumée, vulgaire, c'est en fait ces énormes quadrillages qu'on voit en photo. Est-ce qu'on sait si au Moyen-Âge, il y avait déjà en fait cette forme-là de quadrillage? Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, le quadrillage qu'on voit devant nous est l'héritier du quadrillage du Moyen-Âge? Alors, pas de ces salines-là spécifiquement, voilà, c'est la prudence de l'historien, mais j'aurais pu vous emmener sur une saline, mais ça nous aurait fait faire un chemin beaucoup plus long, qui s'appelle la saline Audu. Comprenez la saline Audu, qui est mentionnée en 1444, elle est mentionnée, je crois me souvenir, avec 42 œillets, à l'époque, oui, en 1444, et aujourd'hui, quand on va sur la saline, on compte le même nombre de cristallisoires. Ça, c'est des détails importants. À la fois, ça veut dire que l'organisation de la saline n'a sans doute pas, et il n'était pas possible qu'elle change, sa configuration n'a pas changé, et le nombre de cristallisoires n'ayant pas changé, le circuit de l'eau est vraisemblablement le même. C'est quand même fou de se dire qu'un système qui a été mis en place il y a plus de 500 ans, en fait, fonctionne encore aujourd'hui. Effectivement, c'est l'extraordinaire, c'est de se dire que la technique salicole telle qu'on la voit là, je ne dis pas qu'elle n'est pas un héritage plus ancien que le XVe siècle, le Moyen-Âge, parce qu'il peut y avoir un héritage de l'Antiquité, j'en suis convaincu pour ma part, mais effectivement, on a des circuits d'eau dans des salines, alors pas dans toutes les salines, mais qui peuvent avoir 500 ans d'âge. Alors, pour appuyer mes dires, je prendrai l'exemple d'une saline qui s'appelle Torgouette, qui est située à la lisière entre Bas et le Croisic. Et cette saline, elle est très bien documentée parce que c'était une saline qui, sous l'Ancien Régime, était du domaine du roi et antérieurement du domaine du duc. On a la chance d'avoir un plan de 17... Alors, pas un plan médiéval, hélas. mais c'est pour vous montrer effectivement la permanence des structures. On a un plan de 1768 de cette saline qui a été dressé par un chanoine qui officiait à Guérande. Et on peut faire matcher le circuit actuel, alors celui d'avant Xynthia, de la tempête Xynthia, avec celui du XVIIIe siècle. Donc ce qui est valable pour une saline sur 200 ans peut l'être pour certaines, pas toutes, et on peut dire pourquoi, mais pas toutes, mais sur un grand nombre de salines. Effectivement, il y a une extraordinaire permanence de deux choses dans le marais salant. Les structures, les talus qui délimitent les enceintes des vasières et des salines, ils ont pu bouger, ils ont pu être affectés, ils ont pu être érodés, etc. Mais ils sont rebâtis au même endroit. Alors ça a pu varier, même d'ailleurs ça peut être poussé, enfin voilà. Mais ça va déterminer les surfaces dont on dispose à l'intérieur de la saline ou de la vasière et en conséquence les aménagements. Mais on observe stabilité de ces talus de terre rebâtis même après les tempêtes et parfois stabilité des structures de production à l'intérieur des salines. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'absolument extraordinaire. Et l'autre dimension, c'est de se dire que la saline qu'on a sous les yeux et même une de ses voisines, finalement, elles ont l'âge des cathédrales. Vous le disiez tout à l'heure, Gilles Daburon, les sources écrites ne nous donnent pas énormément d'informations sur les marais salants, mais est-ce qu'il y a eu des fouilles archéologiques qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire des marais salants? Il y a eu au XIXe siècle une fouille qui a été faite sur une saline où alors pas les archéologues, mais les érudits ont repéré une carcasse de bateau. Les membrures de la carcasse de bateau dépassaient et on leur avait signalé. Du coup, une fouille a été entreprise pour dégager l'entièreté du bateau. L'objectif n'était pas de dégager le bateau et pas d'en savoir davantage sur l'histoire des marais salants, mais elle donne des informations importantes sur l'état de la lagune. Si un bateau a été enfoui, c'est que cette partie de la lagune s'est formée beaucoup plus tard, c'est-à-dire que les båles, ces prairies maritimes herbus, se sont formés après que l'enfouissement du bateau. Après, les archéologues ont beaucoup déliré sur la nature de ce bateau qui a été évidemment pensé comme étant un navire romain. Les descriptions qu'on a montrent plutôt qu'on aurait affaire à coup sûr à un bateau à clin, donc
plutôt de tradition médiévale et surtout nordique, quoi. Parce qu'on a l'impression que c'est un bateau de commerce scandinave, pour tout dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'autres observations ont été faites de l'existence de membrures de bateaux, aussi là, dans l'espace des marais salants, soit sur la commune de Guérande, soit sur celle de Bas, et montre que la lagune naturelle a évolué, s'est stabilisée tardivement, avant qu'on puisse y aménager des marais salants. Et c'est une période qui va sans doute du 1er siècle de l'ère chrétienne au 4e, 5e siècle de l'ère chrétienne. Pour faire référence à des trouvailles, on va dire, parce que c'est des trouvailles, non pas l'objet de fouilles, mais il y a eu ces dernières années des découvertes que je considère comme extrêmement importantes dans une petite saline qui avait été remise en état par un paludier et puis les membres d'une équipe qui travaillait avec lui. A été sorti un haut d'amphore à huile provenant de la Bétique avec une marque de potier, et puis d'autres petites trouvailles s'en ont suivi, et notamment, alors c'est récent, hein, un fragment de poterie sigillée qui accompagnait d'autres céramiques provenant de la même saline, avec le cachet du potier Paternus, qui est un potier bien identifié, ou un des deux potiers bien identifiés du centre de la Gaule. Donc c'est extrêmement important, parce que les chronologies entre la céramique, le col d'Amphore-Vinaire et puis la sigillée match entre 50 et 150 après Jésus-Christ. Ça veut dire que si des céramiques se sont trouvées là enfouies, c'est qu'il y avait autre chose auparavant, et que la saline a été construite bien postérieurement. En fait, ça nous offre finalement un cadre chronologique à la stabilisation de la lagune pour y construire des marais salants. Quand on pense Moyen-Âge et sel, il y a quelque chose qui revient souvent parce que c'est quelque chose qui nous reste de nos cours d'histoire, de collège, de lycée, ou alors c'est quelque chose qu'on a entendu. La fameuse gabelle, donc l'impôt qui était posé sur le sel au XIIIe siècle. Quelles ont été les conséquences de cet impôt pour Guérande? Est-ce qu'il y en a eu ou pas? Alors il y a deux choses à dire sur cette gabelle, enfin pour introduire le propos. La Bretagne n'a jamais acquitté la gabelle, l'impôt sur le sel, et il n'y a pas eu... Alors ce qui ne veut pas dire que le mot gabelle n'ait pas été employé pour désigner les droits d'issue des bateaux qui sortaient du croisic et qui s'appliquaient à toutes les marchandises. Le terme de gabelle, c'est appliqué la gabelle sur les grains, la gabelle, etc. Bon voilà, mais c'est pas la gabelle sur le sel. Et la Bretagne ne payait pas la gabelle, et ne l'a pas payée jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Alors ça ne veut pas dire que la proximité de la Bretagne, pays où la gabelle n'était pas acquittée au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, que cette gabelle n'a pas eu d'influence sur la production salicole. Alors on va dire, on ne voit pas le lien entre les deux, sauf que ici c'était une zone franche et le sel ne coûtait rien, et l'intérêt effectivement était d'approvisionner les marchés de faux sel et d'envoyer, comment dirais-je, le maximum de sel vers les régions qui payaient la gabelle. Et il est certain que les ducs de Bretagne, les Montfort, ont bien vu tout l'intérêt qu'il y avait à développer l'activité salicole pour faire remonter du sel, y compris sur la Loire, et après aux fraudeurs de se débrouiller pour... voilà. Donc ça a tiré la production vers le haut. Assurément, au Moyen-Âge, ça a tiré la production vers le haut, et par conséquent, ça a aidé au développement des surfaces salicoles. Vous nous avez parlé de plusieurs noms de salines, mais effectivement, la toponymie peut-être sert à savoir un petit peu plus sur l'histoire des salines. Totalement, enfin oui, effectivement, c'est même, à défaut d'artefacts, à défaut de documents, l'étude des noms de salines est extrêmement précieuse pour comprendre, alors bien sûr l'histoire de ces noms, mais ce qu'il y a derrière et cette histoire humaine et sociale qui existe, ou les anecdotes qui peuvent se rapporter à la constitution de ce territoire. Alors on peut prendre des exemples divers et variés. On a devant nous une saline extrêmement grande qui s'appelle Beauvoir. Enfin, c'est la manière de prononcer. Quand on voit au cadastre, on voit que c'est Beauvoir, et puis quand on fait l'histoire régressive de la saline en partant d'aujourd'hui pour remonter vers le plus loin où les sources nous portent, eh bien c'est également la saline Beauvoir. Et quand on voit ces dimensions de cette saline, elle fait plus de 600 mètres de long, c'est quand même très impressionnant, et elle est unique dans sa morphologie. C'est la saline qui est belle à voir. Alors belle à voir, ça nous renvoie aussi à ce que l'on disait à propos des
des cathédrales, c'est que là, il y avait une intention, un programme architectural de la part du commanditaire, qui était le duc de Bretagne, avant 1232, qui fait construire cette saline et qui impose sur le sol la marque de sa puissance, en fait. Et puis tous les autres vont se partager ce qui reste. Il y a une autre saline dont j'aime bien évoquer le nom, qui est un nom breton. Aujourd'hui, on parle de cette saline qui est une toute petite saline située à quelques centaines de mètres d'ici, qui s'appelle Militrou. Et quand on fait cette histoire régressive du parcellaire en suivant le nom des salines, parce que c'est vraiment un fil conducteur qui nous emmène très loin, je prendrai un autre exemple après, la saline Militrou, en 1444, on l'a trouvé appelée Mirousdrouk. Alors un francophone, ça ne parle absolument pas, mais un britophone, tout de suite, il fait le rapport avec le breton mir, garder, préserver, ous, contre, et drouk, qui est le mal. Donc préserve du mal. Or, cette saline, elle se trouve vraiment en bordure de la mer et elle devait être extrêmement difficile, justement, à préserver, effectivement, des dommages des vimères. Et du coup, on a une intention, une imprécation, finalement, au travers le nom de la saline qui renvoie aux craintes de ses constructeurs et de ses commanditaires. Il y a une autre saline aussi qui est extrêmement importante, à mon sens, et qui montre toute la place que doit prendre l'étude de la toponymie, la microtoponymie du parcellaire salicole pour comprendre l'aménagement de ce paysage. Il y a 800 salines sur le bassin là, dans lequel on se trouve. J'ai fait cette histoire régressive pour la totalité des salines. Il y en a une qui s'appelle Pennefond. On en est à à 1 ou 2 kilomètres, c'est vraiment pas très loin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette saline, qui porte un nom d'expression breton, de langue bretonne, est tout à fait interprétable par un britophone aguerri. Pennefond, c'est Penneponte, le bout du pont. Quand on vient sur le bord de la saline, elle est dans la courbe d'un étier, et il y a toujours un pont. Alors le pont qu'on a aujourd'hui n'est pas le pont du Moyen-Âge. En tous les cas, entre aujourd'hui, c'est-à-dire le 21e siècle, et 1476, qui est une des premières traces écrites de la saline, voilà, on a de la documentation continue. Et c'est vraiment là où on est une dimension extraordinaire, c'est qu'on rencontre au Haut Moyen-Âge, dans le cartulaire de Redon, vers 870, on rencontre une saline qui est mentionnée sous la forme Penneponte. Et oui, et l'extraordinaire, c'est que c'est manifestement la même saline. Alors l'extraordinaire qui fait qui fait foi de preuve, c'est que dans le cartulaire de Redon, cette saline est mentionnée avec une voisine dont le nom, lui, a disparu, mais ensemble, elles sont mentionnées avec 40 cristallisoires. Donc 2 salines, on divise par 2, ça nous amène à 20. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand on compte le nombre d'œillets à l'intérieur de la saline Pennepont ou Pennefond, on en a 19. On se dit qu'on a là quelque chose d'assez extraordinaire, finalement, la dimension fossile du marais salant. Les structures alors ce que j'entends par structure, c'est les talus des salines, peuvent être là, présentes depuis, pour celle-ci, plus d'un millénaire. Alors je ne dis pas que c'est le cas de toutes, puisqu'on a la chance de pouvoir documenter la construction de certaines salines, ou les changements de dénomination également. Parce que c'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire dynamique. Elle s'inscrit dans le temps, et l'extraordinaire avec ce parcellaire, c'est qu'au vu de la documentation, surtout de l'époque moderne, on peut faire le lien avec le parcellaire médiéval, on peut voir les transformations, etc. et voir la dynamique, ou les dynamiques économiques, sociales, économiques surtout, qui ont donné le rythme de vie à cet espace et à la société qui l'a animé. Pour finir, Gilles Laburon, à quelle période vous recommandez de venir visiter les marais salants pour les personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs périodes où les marais salants sont particulièrement intéressants à venir voir? Oui, alors ça c'est une impression tout à fait personnelle. Si le visiteur souhaite voir une récolte du sel, c'est préférable de venir en été, et on ne sait jamais si l'été sera beau ou pluvieux, donc l'inscrire dans un agenda. Si on veut voir le marais sous la lumière, en tous les cas, effectivement, c'est la période qui court de juin jusqu'à septembre. On a des très belles lumières, si on est sensible aux lumières, on a de très belles lumières au mois de septembre et en octobre, et on peut encore récolter à cette période-là. Il y a des périodes aussi que moi j'affectionne particulièrement, mais c'est parce qu'à l'hiver, il y a des équipes de travail qui se constituent, qui remettent en état des salines, et là il y a une ambiance particulière. La météo est effectivement plus rude, mais c'est encore plus difficile à voir les paludiers en exploitant, les paludiers au travail, parce qu'ils vont nicher dans un petit coin qui est hors de la route ou n'importe quoi. Je dirais que c'est une banalité, mais chaque saison a son charme, et chaque saison a ses spécificités sur le marais salant. C'est un milieu
plein air avec tout ce que ça suppose. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, ça peut être rude, ça peut être agréable, mais c'est aussi ce qui fait le charme et l'intérêt de ces territoires, c'est que les exploitants vivent clairement au rythme des saisons, quoi. Et cette année, est-ce qu'elle a été bonne ? Alors l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. On a eu, pendant cette période de confinement qui date finalement, puisqu'on est en période post-déconfinement, ça date l'interview, mais effectivement, là on a une météo qui est quand même pas très stable, mais on a eu une période de printanière exceptionnelle de lumière. Les paludiers étaient ravis parce qu'eux pouvaient continuer à travailler, et on a eu, juste à la fin du déconfinement, les premières prises de sel qui se sont faites. Manque de bol, la météo a changé, le temps est devenu orageux, la pluie est tombée, et là, voilà, on est le 3 juillet, je vois là, dans la saline Seran, un paludier qui s'affaire à récolter du sel, mais le ciel, au cours du laps de temps entre l'instant où on a commencé l'interview et on est en train de le terminer, le ciel a changé, s'est chargé, vous êtes en train de vous geler, et il y a les dents qui grelottent, ça fait un bruit abominable au micro, mais bon, l'auditeur en fera ce qu'il pourra. Oui, on s'est réfugié à côté de votre voiture parce que là, effectivement, le vent, je pense que les auditeurs l'entendaient, était très très fort. Merci infiniment Gilles Daburon pour tout ce que vous nous avez raconté. Donc si les personnes veulent venir, venez au musée des Marais Salants de Bas-sur-Mer pour en apprendre un petit peu plus. Je mettrai toutes les informations sur le musée et même des informations d'introduction sur le Marais Salants sur le site passionmédiéviste.fr. Et sur le site, vous aurez aussi plein de photos des Marais Salants. Je vais en mettre plein. Merci encore Gilles Daburon. Et pour les auditeurs et auditrices, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!